Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Claire, bienvenue sur Séoul Connect. Bonjour Bart, enchantée. Enchanté également. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Mais de rien, c'est à moi que ça fait plaisir de partager mon expérience. Pour démarrer, je te propose que peut-être tu te présentes d'abord en quelques lignes. En quelques lignes, je m'appelle Claire Arnaud, j'ai 27 ans et j'ai vécu en tout un peu plus de 4 ans en Corée et je suis rentrée en milieu d'année, enfin l'été dernier en France. Alors définitivement ou pas, je ne sais pas, mais pour l'instant, je me vois rester en France sur le long terme. Mais je garde beaucoup de liens avec la Corée de par mes amitiés, de par le fait que je travaille actuellement à l'ambassade de Corée en France, donc à Paris. Parce que j'anime un groupe d'échange de langue coréen-français à Paris. Je suis très active dans le monde franco-coréen, voilà, en gros. D'accord. Donc effectivement, par rapport aux autres invités du podcast, toi, tu n'habites pas en Corée en ce moment, Non. mais ton expérience m'a paru très intéressante parce qu'effectivement, tu as passé pas mal de temps en Corée. Et déjà, effectivement, première question, alors si je peux te le demander, pourquoi est-ce que tu rentres et pourquoi définitivement? Alors, c'est un mélange de raisons personnelles et professionnelles. Donc, professionnellement, je faisais un métier, donc peut-être on y reviendra plus tard, qui était très atypique, on va dire. Et j'avais l'impression d'en avoir fait un peu le tour, où je m'ennuyais, je sentais que mes capacités n'étaient pas exploitées du tout. Voilà, je voulais faire autre chose. Je savais que ce n'était pas une carrière dans laquelle je voulais me lancer sur le long terme. Donc, professionnellement, voilà, je stagnais, ça ne me plaisait pas. Et personnellement, j'ai eu des soucis de santé où j'étais hospitalisée 2 mois avant, enfin 1 mois, 2 mois avant mon départ. Et je sentais que j'avais besoin de rentrer en France pour vraiment me soigner parce que, peut-être qu'on y reviendra plus tard aussi, mais mon hospitalisation en Corée a été une expérience extrêmement traumatisante, D'accord. très déshumanisante. Enfin, je n'ai pas du tout aimé l'expérience hôpital Corée. Et du coup, ça a un peu renforcé mon envie de partir. Et voilà, j'ai aussi une relation avec mon copain qui s'est terminée à peu près au même moment. Voilà, ça a fait beaucoup de choses qui se sont combinées et et ça faisait un moment que je me sentais de moins en moins à ma place en Corée. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont passées en l'espace de 2-3 mois ont fini de me convaincre qu'il était temps que je rentre en France. Alors, pas forcément définitivement, je ne m'étais pas dit je m'en vais, je ne reviendrai pas. Mais j'arrivais à un moment de ma vie où je sentais qu'il fallait que je rentre en France et que je me pose, que je construise quelque chose, au moins au niveau professionnel, pour ensuite peut-être penser me relocaliser en Corée ou ailleurs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, être dépaysé. Donc, je me vois rentrer en Corée, je me vois aussi déménager en Thaïlande, qui est un pays que j'idéalise beaucoup, enfin que j'adore, au Danemark. Voilà, il y a des pays comme ça qui m'attire. Alors, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais voilà. D'accord. Bon, bah écoute, ça commence fort déjà, plein d'informations. Plein de Je choses. voudrais revenir quand même au niveau de la santé, ça va mieux? Tu as pu être correctement soigné? Alors, ça va mieux, c'est pas fini, mais ça va mieux parce que en France, j'ai trouvé une écoute, j'ai trouvé un suivi de long terme, j'ai trouvé des gens des praticiens qui écoutent le patient et qui vont essayer de trouver des solutions qui ne sont pas forcément des solutions extrêmement invasives, tout ce qui est opération, etc. Et donc, voilà, c'est beaucoup moins angoissant. En Corée, en fait, mon problème, je ne vais pas aller dans le détail, mais pour faire court, j'ai un problème d'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire la tension dans ma boîte crânienne qui augmente, et ce qui fait que c'est très dangereux pour les yeux et l'audition et la vue, parce que ça appuie sur les nerfs optiques et sur les conduits auditifs. Et donc, moi, j'ai été pas très loin de perdre ma vue, en fait, en Corée, et c'est la raison pour laquelle j'ai été hospitalisée, etc.
Et donc, voilà, les Coréens, ils allaient dans des options extrêmement interventionnistes où ils voulaient me poser un drain permanent que j'aurais jusqu'à la fin de ma vie, qui partait de mon cerveau, qui allait dans mon cœur pour drainer le surplus de liquide, etc. Et j'étais toute seule. En plus, c'était en plein Covid parce que c'était donc, fin avril 2020 que j'ai été hospitalisée. Et donc, j'étais complètement seule. Je n'ai pas le droit aux visites, etc. Enfin, c'était une expérience très, très angoissante. Ils me donnaient des médicaments qui altéraient énormément mes capacités cognitives. C'est-à-dire j'avais énormément de mal à parler. Je comprenais, mais les mots avaient du mal à sortir, que ce soit en coréen ou même en français. J'avais des pertes de mémoire immédiates. C'est-à-dire d'une phrase à l'autre, je ne me souvenais plus de la phrase d'avant. C'était extrêmement compliqué. Et dans cette situation-là, il fallait que je prenne des décisions très importantes sur ma propre santé en coréen, parce qu'évidemment, personne ne parlait anglais. Donc voilà, c'était extrêmement... Ça a été une expérience très traumatisante pour moi, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui sont, à mon avis, très graves. Et pourtant, c'était un des plus gros hôpitaux de Séoul. Hein. Ce n'était pas un petit hôpital où ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Bref, voilà, c'était très compliqué. Donc, depuis que je suis en France, ça va mieux. Je suis mieux suivie. J'ai beaucoup plus de réponses à mes questions, c'est-à-dire sur ce qui se passe, quels sont les traitements possibles. Voilà. C'est une prise en charge, mais complètement différente, à l'opposé entre la France et la Corée, pour une même pathologie. Et je me retrouve beaucoup plus dans la prise en charge qui m'est proposée en France. Voilà. Ok, bon bah, tant mieux que ça se termine bien, j'ai envie de dire. Voilà. Puis bon courage pour la suite à ce sujet-là. Et sur ce thème-là, en fait, juste rapidement, c'est que c'est cette expérience qui m'a donné envie d'éventuellement ouvrir une chaîne YouTube. J'y pense depuis un moment, mais en fait, j'ai vécu tellement de choses en Corée, que ce soit au niveau de la santé, au niveau professionnel. J'ai travaillé à plusieurs endroits, au niveau personnel. J'ai tellement d'histoires à raconter et tellement de conseils à donner, tellement de choses qui peuvent aider les Français qui veulent s'installer là-bas à mieux appréhender l'adaptation, à mieux, pour être plus conscient de certaines choses qui feront qu'ils éviteront des situations soit dangereuses, soit difficiles. Voilà. Et j'ai tellement de choses à raconter que c'est cette hospitalisation qui m'a convaincue du fait que je pouvais apporter quelque chose. Donc, la chaîne n'est pas créée, mais j'ai déjà des vidéos écrites parce que j'ai besoin de coucher sur le papier beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un projet que j'ai dans les mois qui arrivent. Voilà. D'accord. Bah, écoute, oui, on attend ça avec impatience. Et puis en attendant, on va le faire un petit peu dans cet épisode, puisque ça sera l'occasion effectivement Oui. de partager tes expériences sur la Corée. D'ailleurs, tu n'as pas complètement quitté la Corée, hein, puisque tu travailles ou tu as travaillé à l'ambassade de la République de Corée en France C'est ça. en tant Enfin, j'ai qu'analyste politique. travaillé, j'ai fait une césure et là, j'y reviens dans quelques semaines. Alors, qu'est-ce que tu fais Oui. en tant qu'analyste politique? Alors, analyse politique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ambassade et consulat. Donc, ce n'est pas l'ambassade qui délivre les visas, même si c'est dans le même lieu. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'envoient des messages sur Facebook, etc., pensant que je travaille au consulat. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à vos questions de visa, je vous le dis. D'accord, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Donc voilà, moi je travaille à l'ambassade et donc, au service politique. Et donc analyse politique, c'est comme je parle couramment le coréen, en fait je m'occupe, j'écris des rapports. Alors par exemple le gouvernement coréen, on veut savoir qu'est-ce qui intéresse le gouvernement français, qu'est-ce que le gouvernement français fait dans telle ou telle affaire internationale, si vous voulez, si tu veux. Du coup, moi, j'écris, ils me demandent, voilà, il y a par exemple l'opération Barkhane, qu'est-ce qui se passe, quels sont les pays, quelle est la situation actuelle, quels sont les pronostics du ministère de l'Armée sur ce qu'il va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. Voilà, c'est des choses précises sur des sujets internationaux. Et donc, voilà, je fais des rapports là-dessus, en français, en anglais, souvent. D'accord. Ensuite, quand il y a des discours qui doivent être prononcés par l'ambassadeur ou par d'autres diplomates, j'aide à l'écriture parce qu'il y a des Coréens qui parlent très très bien français à l'ambassade, mais ils ont quand même besoin de francophones, que ce soit pour la grammaire ou pour certaines formulations ou pour la répétition, c'est-à-dire quand ils répètent leur discours pour avoir les intonations qui font un peu plus français, un langage de corps. Voilà, ils ont besoin
de gens qui savent comment s'exprimer à l'oral, en fait. Parce que Donc, ça donne… l'ambassadeur de Corée fait ses discours en français, pardon. Alors, ah oui, ça dépend où est-ce qu'il va parler, si tu veux, mais oui, quand il est appelé dans un endroit ou un autre, il est amené à faire ses discours en français. Après, il peut D'accord, choisir de faire ses discours en anglais, mais parce que ça dépend. Alors, je sais que ça fait depuis fin septembre que j'y travaille plus, donc là, on est bientôt en mars, donc et entre-temps, l'ambassadeur a changé. Donc moi, quand j'y étais, l'ambassadeur parlait très bien français. Il avait la volonté de faire ses discours en français. Du coup, on travaillait beaucoup ensemble sur ses discours. Et il voulait avoir une prononciation parfaite, donc on y passait beaucoup de temps. Là, le nouveau, je ne connais pas son niveau de français, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais, d'accord. euh, mais voilà. Et après, je m'occupe aussi de toutes les communications officielles, entre guillemets, entre l'ambassade et les organisations internationales basées à Paris, donc UNESCO. Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a Oui, oui, beaucoup, oui. beaucoup basées à Paris. Et donc, comme il faut faire des documents officiels, il faut que le français soit parfait, etc. Souvent, ils me demandaient à moi et pas aux traductrices coréen-français qu'il y a à l'ambassade. Voilà, donc c'est un peu, je faisais des choses un peu différentes tous les jours. Très bien, d'accord. Et comment est-ce qu'on décroche ce genre de job alors à l'ambassade de Corée? Je saurais pas te dire. Je suis juste allée sur le site un jour où j'ai compris qu'il fallait que je rentre en France et que j'ai commencé à réfléchir de ce que je voulais faire en France. Et j'ai rapidement pensé à l'ambassade parce que moi, j'ai fait Sciences Po. Donc, en fait, je suis dans ce milieu politique, relations internationales. Oui, J'ai un master en relations internationales et gestion de crise internationale. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Donc, forcément, j'ai pensé rapidement à l'ambassade. Je suis allée sur le site et ce jour-là, il y avait une annonce pour un poste d'analyste politique en remplacement en fait, d'un congé maternité. Donc, c'est pour ça que c'était un contrat court. Le jour où je suis arrivée sur le site, c'était la deadline pour envoyer la candidature. Donc, j'ai écrit ma candidature en 40 minutes. J'ai fait ça hyper vite pour pouvoir l'envoyer. Et voilà, après, on a été convoqués pour un examen écrit, donc moi, j'ai passé en visio, parce que j'étais à Séoul à ce moment-là. Et donc, j'ai et fait l'examen écrit en visio. il cherchait un Que… Français en fait. Il cherchait un Ouais, Français pour ce il poste. cherchait un Français, ouais. Oui, en fait, il faut savoir que dans les ambassades étrangères, en fait, il y a beaucoup, enfin, il y a la grosse majorité qui sont de ce pays-là, c'est-à-dire que dans l'ambassade de Corée, on va dire sur 60 personnes, Ouais, on était 4 Français. Donc, il y a d'accord. peu de Français. Mais je sais que là, l'ambassadeur qui vient d'arriver, c'est ce que m'a dit une de mes collègues récemment, que le nouvel ambassadeur, il avait cette volonté d'embaucher plus de Français pour que la culture aussi, la culture de travail, la culture d'entreprise, même si ce n'est pas une entreprise, mais on l'appelle comme ça, la culture d'entreprise change un peu au sein de l'ambassade et qu'elle se rapproche un peu plus de la culture française. Et que du coup, il veut embaucher un peu plus de Français, que du coup, la culture coréenne et française se mélangent un petit peu et que ce soit plus exclusivement un mode de fonctionnement coréen au sein de l'ambassade. Et je trouve que c'est une très bonne chose. D'accord. Très bien. Voilà. Si on remonte un petit peu, tu es de quelle région? Tu es né, tu as grandi où? Je suis toulousaine, région toulousaine. J'y suis née, j'y ai grandi. Voilà. D'accord. Et donc c'est là-bas que tu as fait tes études. Tu parlais de Sciences Po Toulouse. C'est ça, ouais, Sciences Po Toulouse, oui, les 5 ans. À Sciences Po Toulouse et alors c'est pas parce que j'étais toulousaine, hein, c'est parce que le master qui m'intéressait le plus était à Toulouse. C'est juste très bien goupillé, Oui. mais voilà, parce qu'en fait selon les masters on peut aller dans d'autres Sciences Po, mais moi vraiment c'était celui-là qui m'intéressait et voilà. Et donc du coup à Sciences Po en troisième année il y a une année à l'étranger qu'on appelle l'année de mobilité, et donc moi je suis partie un an en Corée à ce moment-là et ça a été ma première voilà, la première fois que je suis allée en Corée, c'était en 2013. D'accord. Donc c'est là le Voilà, où j'ai passé un basculement. an. C'est là le basculement sur la Corée. C'est ça. Alors moi, après, il faut savoir que j'ai un parcours un peu atypique par rapport à, on va dire, 95% des Français que j'ai rencontrés en Corée quand on leur demandait comment ils étaient arrivés, pourquoi ils avaient eu envie de venir en Corée, etc. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis arrivée, j'ai commencé à m'intéresser à la Corée par la Corée du Nord, en fait, parce que moi, je suivais un cursus Sciences Po axé sur les droits de l'homme.
Et donc, moi, j'étais passionnée par la question des droits de l'homme et D'accord. j'ai commencé à pas mal m'intéresser aux droits de l'homme en Chine, problèmes de liberté, etc. Et ensuite, par la Chine, par les lectures que je faisais sur la Chine, je suis arrivée en Corée du Nord où j'ai découvert un pays qui m'a passionnée. Alors là, vraiment, ça a été la passion complète où j'ai lu tout ce qui existait, tous les livres qui existaient sur la Corée du Nord, sur les réfugiés. Enfin voilà, j'ai été complètement obsédée par ce pays pendant un an où vraiment, voilà, j'y consacrais Mhm. énormément de mon temps. Et du coup est venue la 3e année où en fait j'avais très très envie de continuer à explorer ce monde des droits de l'homme en Corée du Nord et de ce pays qui me fascinait. Et donc, ne pouvant pas aller en Corée du Nord ou très difficilement en faisant quelque chose d'intéressant, forcément on pense à la Corée du Sud. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée en Corée du Sud en fait en trouvant un stage dans une agence de presse qui est la seule agence de presse au Sud qui a accès à la télévision coréenne, à la radio, à la télévision nord-coréenne, à la radio nord-coréenne, etc. Donc, c'est l'agence de presse Yonhap, qui est la plus grosse agence de presse au Sud, au Corée du Sud. Mhm. Et donc, j'ai fait, voilà, je suis arrivée pour faire un stage avec eux. Et ensuite, j'ai prolongé mon année en faisant un stage dans une ONG qui aidait les réfugiés nord-coréens à Séoul. Bon, qui s'est avéré être une grosse déception parce que le stage n'était pas du tout à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, mais mon stage à Yonhap a été extrêmement enrichissant et très, très, très intéressant. Et D'accord. c'est après cette année où j'ai découvert la Corée du Sud. En fait, je suis arrivée dans un pays que je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas d'a priori, je ne parlais pas la langue. J'avais appris un peu l'alphabet avant de partir parce que j'avais lu que c'était important. Mais je ne parlais pas la langue, je connaissais personne, mais vraiment personne. Je connaissais pas le pays, en fait. Moi, je n'avais pas trop entendu parler de K-pop, de drama et tout. Je n'étais pas du tout là-dedans. Et du coup, voilà, mais c'est bien parce que du coup, je suis arrivée dans ce pays avec aucune idée préconçue. Aucun a priori, ouais. D'accord. Et donc, Voilà, chez et c'était Yonhap, génial de découvrir ça, quoi, d'accord. comme Tu ça. écrivais des articles en français, en fait, chez Yonhap. Oui, alors je traduisais beaucoup d'articles. Il faut savoir que je suis bilingue anglais-français depuis longtemps. Du coup, je traduisais en OK. fait des articles du bureau anglophone en français. Voilà, après, il m'a été donné, enfin, j'ai eu la possibilité d'écrire quelques articles en français moi-même avec des personnalités françaises quoi, qui venaient à Séoul où du coup, on allait les rencontrer et on publiait des articles sur leur venue, pourquoi ils sont venus, on les interviewait, voilà. Euh, et donc, j'ai écrit quelques articles, mais voilà, j'avais 20 ans, j'avais pas encore mon diplôme, donc voilà, j'étais pas journaliste non plus, donc j'ai écrit quelques articles, mais rien de… voilà. D'accord. Donc ensuite, effectivement, l'ONG, donc tu dis ça s'est pas passé comme prévu. À quoi tu t'attendais et qu'est-ce que finalement tu as eu? Et ben, je m'attendais à vraiment qu'il y ait des actions concrètes pour aider les réfugiés nord-coréens à Séoul, tout simplement. Je m'attendais à Oui. ce qu'on en rencontre beaucoup, que de créer des liens avec eux, de les aider un peu dans la vie quotidienne, parce qu'en fait, c'est une origine qui fait aussi des cours d'anglais en fait, pour ces réfugiés nord-coréens, parce que quand ils arrivent, ils ne parlent pas un mot d'anglais, et pour s'insérer dans le monde de l'emploi en Corée, etc., l'anglais est important. Donc voilà, et donc je pensais participer à ces cours d'anglais, vraiment faire des choses où je me sentais utile. En fait, c'était mon souhait de me sentir utile en aidant les réfugiés et ça n'a pas du tout été le cas parce que en fait, c'est une toute petite structure qui a vraiment, vraiment pas d'argent et en fait, du coup, ils passent leur temps à courir après l'argent juste pour payer les salaires des 3 employés fixes qu'il y a sans qu'il y ait vraiment de choses faites. En fait, on a l'impression qu'on court après l'argent pour payer les salaires, mais en fait, il y a pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit d'autre. Enfin, du coup, OK. c'est très décourageant. Ils ont une bonne raison de faire ce qu'ils font. C'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire. Mais le problème, c'est que comme ils n'ont pas d'argent, eh ben, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Et donc, soit ils ont une grosse rentrée d'argent, ils pourraient faire des choses super, mais si ça continue comme ça, en fait, c'est quand même très… voilà, c'est pas très intéressant en vrai ce qui se passe. Voilà, enfin moi j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose et c'était OK, très ouais. frustrant pour moi. Oui, je Voilà. vois ce que tu veux dire. D'accord. De… Donc 6 mois Voilà. là-bas et ensuite tu es rentré à Toulouse, c'est ça? Voilà, pour faire mes 2 dernières années à Sciences Po, enfin 1 an et demi, parce qu'après le 2e semestre de la dernière année, je suis retournée à Séoul. Mais là, c'était parce que je devais faire un stage à la fin de l'année.
Et j'écrivais aussi mon mémoire à ce moment-là qui était sur la Corée. Donc, il fallait que je sois en Corée pour avoir accès à des gens, pour avoir accès à des documents, des informations pour m'aider à écrire mon mémoire que j'ai écrit sur les possibilités de réunification de la Corée dans le futur proche ou éloigné. Enfin, voilà, comment ça peut se passer, est-ce que ça peut se passer, voilà, tous ces thèmes-là. Oui, Euh, d'accord. La réunification et des deux Corées, en fait, voilà. est-ce que c'est un sujet, ça, aujourd'hui, en Corée? Alors, c'est un sujet. En fait, ça fait 70 ans que c'est un sujet. Et qui revient sur le devant de la scène à intervalles assez réguliers, parce que tous les présidents, quand ils sont élus ou pendant la campagne présidentielle ou à un moment de leur mandat, mentionnent la réunification, au moins leur positionnement par rapport au souhait de réunification. Donc à chaque fois, ça crée un débat dans la société. Donc c'est un sujet qui revient très régulièrement. Il y a certains partis qui sont plus pour partis politiques pour pousser, pour préparer de manière très incrémentale, de manière très progressive, une future réunification, et d'autres qui sont plus dans non, on ne veut pas avoir de contact avec la Corée du Nord, on ne veut pas se réunifier, il faut qu'on tourne la page. Voilà, il y a des points de vue différents, donc selon les présidents au pouvoir, il y a aussi des orientations différentes. Mais oui, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet. Après, c'est beaucoup plus un sujet pour les générations, on va dire, de plus de 40 ans que pour les générations qui ont la vingtaine ou même la trentaine aujourd'hui. Ils ont des préoccupations très différentes, et la Corée du Nord ne fait rarement partie des préoccupations des jeunes générations, malheureusement, vraiment malheureusement. Mais oui, ça reste un sujet très épineux, très clivant et extrêmement anxiogène, je pense, pour beaucoup, même les jeunes qui en fait refoulent tout ça, parce que non seulement il y a des problèmes d'emploi, il y a beaucoup de problèmes en Corée, mais en plus ils devaient penser à la réunification, à toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur leur vie. Je pense que c'est trop anxiogène et que ça explique un peu le blackout qui est fait sur ce sujet-là. D'accord. Et le président actuel, lui, est plutôt favorable, hein, si j'ai bien compris. Alors oui, le président actuel, il est à gauche, donc historiquement beaucoup plus à même de se tourner un peu vers la Corée du Nord, pas dans le sens faisons ami-ami, mais de faire en sorte que les Nord-Coréens ne meurent pas de faim, d'essayer de maintenir un dialogue courtois et ne pas couper les communications. Ça a toujours été une préoccupation des partis de gauche. Donc oui, il reste dans cette mouvance-là. Voilà. Donc oui, il n'y a pas de coupure folle avec les autres présidents de gauche avant lui. Mais oui, lui, il a le souci de maintenir une communication, d'envoyer des aides si nécessaire. Voilà, il est dans cette mouvance-là. D'accord. Et si on faisait un sondage aujourd'hui en Corée du Sud, quels seraient les résultats, à ton avis? Un sondage sur quoi? Sur est-ce que vous Pour ou voulez la contre, réunification ou non? voilà, oui, pour ou contre la réunification, en supposant que ce soit possible, évidemment, de l'autre côté. Alors, en fait, ça dépendrait tellement de les tranches d'âge. En fait, je pense que on va dire, si on prend les 15-30 ans, je pense qu'on serait à 70% contre. Parce que je pense que ça rentre même pas dans leur prisme de possibilités, enfin, voilà, de choses qu'ils envisagent. Je pense que si on interroge les 40-80 ans, je pense que ce sera le contraire. Je pense que ce serait 60 à 70% pour. Donc voilà, c'est difficile du coup de faire une moyenne, parce que c'est vraiment deux pôles extrêmement différents. Et moi, je l'ai vu en travaillant à l'ONG, où quand on faisait des campagnes dans la rue, dans des stations de métro, avec des images de choses qui se passent en Corée, que ce soit au niveau militaire, au niveau politique, au niveau des droits de l'homme. Alors vraiment, on avait zéro réaction des jeunes, quoi. Vraiment, ils passaient à côté des trucs, ils n'avaient rien à faire, vraiment. Pas de questions, ils ne s'arrêtaient même pas pour regarder les photos, pour regarder ce qui était écrit. On voyait qu'il y avait un désintérêt total pour la question. Par contre, on avait des réactions très violentes de la part de certaines personnes âgées, c'est-à-dire plus de 60-70 ans, des gens qui avaient des réactions très, très violentes. Et on ne sait pas si c'était souvent, ça s'exprime par de la colère envers nous, parce qu'on était quand même une équipe qui était, on va dire, moitié occidentale, moitié coréenne. Et il y avait un peu ce truc de vous n'êtes pas coréen, vous n'avez pas à vous immiscer dans les affaires entre les deux Corées, c'est pas vos affaires, vous y Ok. connaissez rien.
il y avait cette réaction-là. Et puis l'autre réaction, c'est d'autres gens qui étaient plus dans la tristesse en disant oui, c'est vraiment triste tout ça, mais on n'y peut rien. Mais voilà, ces réactions-là, c'était que des personnes assez âgées. Les jeunes, vraiment, zéro intérêt, quoi. Mais donc, ça Ça veut m'a dire… beaucoup attristée Ouais, ouais, de voir le manque d'intérêt. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Puis ça veut dire que plus ça tarde à se faire, et moins ça aura de chances de se faire, finalement. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, mais de toute façon, pour moi, hein, on a déjà dépassé comment dire, le temps où c'était facile. C'est-à-dire que Ouais, après la division, je pense que pendant 20-30 ans, ça aurait été une réunification assez simple. Je pense qu'au-delà de 50 ans, on dépasse une génération, voire deux, c'est trop. C'est trop, tout change. Tout change. Une fois qu'on a élevé deux générations dans un esprit complètement différent, ça devient deux pays drastiquement différents, des mentalités complètement différentes, même des langues qui deviennent différentes. Euh, et puis les pays se construisent indépendamment l'un de l'autre, et du coup la réunification devient d'une complexité inimaginable. En fait, je pense que d'un point de vue extérieur, on a du mal à se rendre compte à quel point c'est complexe de réunifier deux pays qui sont si drastiquement différents. Pour moi, la voie politique et la voie militaire sont sans issue. Et pour moi, ça se passera, mais ça sera un peu une logique de bottom-up, donc quelque chose qui vient du bas, quelque chose qui vient de la prise de conscience des citoyens nord-coréens de leurs conditions, et des mouvements en fait qui vont se développer, mais par le bas. C'est pas le haut qui va changer le pays, pour moi, en tout cas de ce que… Enfin voilà, c'est la thèse que j'ai voulu défendre, d'accord. voilà, de la logique de bottom-up, et qui va prendre beaucoup de temps, mais je pense que c'est la seule façon de vraiment avoir une réunification réussie, voilà, enfin, possible en fait, déjà, rien que ça. D'accord. Voilà, il Et faut que ça vienne des gens. ok, très bien. Donc ensuite, après ton mémoire, tu ne repars pas en Corée, tu restes à Toulouse, c'est bien ça? Alors, je reste un peu à Toulouse, oui. J'ai travaillé un an dans une ONG française qui s'appelait l'École des droits de l'homme, une ONG géniale, j'ai adoré. Mhm. Mais je sentais quand même, au bout d'un peu de temps en France, que j'avais envie de repartir. En fait, être à l'étranger, ça me manquait. Parler coréen, ça me manquait. J'étais à un niveau de coréen où j'avais pas de problème dans la vie de tous les jours. Je me débrouillais avec mes amis, etc. Mais je suis assez perfectionniste, et le fait de ne pas être parfaite dans cette langue, le fait de ne pas maîtriser cette langue me dérangeait. Et je savais que j'avais envie, besoin de vraiment me plonger dans cette langue que j'adorais. Et du coup, j'ai décidé de faire un prêt étudiant et de partir étudier le coréen à Séoul, donc dans une université. Mais Donc excuse-moi, je voilà. t'interromps juste rapidement, parce que tu avais passé un an en Corée à ce moment-là. Comment tu as appris le coréen? Et ben, en fait, j'ai eu la chance, enfin, moi je suis comme ça, mais après, moi j'adore les langues, et je pense que j'ai une mémoire auditive, donc j'apprends vite les Mhm. langues, j'arrive vite à imiter les accents, etc. Donc je pense que déjà c'était une facilité. Et deuxièmement, bon, quand même, pendant les 6 premiers mois, dans un environnement coréen, même si c'était le département international, c'était quand même un environnement coréen où Ouais. j'ai beaucoup parlé coréen, enfin en tout cas entendu du coréen au début. Et j'ai eu la chance d'être dans une share house, comme ils appellent ça. Donc, un endroit où on était plusieurs filles qui Une vivaient. Et coloc, je suis quoi. tombée, une coloc, voilà, où je suis tombée avec une Américaine. Il y avait 6 ou 7 Chinoises et moi et une Américaine. Et on est devenus très, très, très amis avec cette Américaine. Ça fait 7 ans, donc c'était en 2013, et c'est toujours ma meilleure amie. Donc, voilà. Et en fait, toutes les deux, on débarquait en Corée, et on avait envie de parler coréen, on avait envie de découvrir le pays par les gens. Et du coup, en fait, toutes les deux, on s'est mises à, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, aller ensemble à des échanges de langue, à des espèces Des de meet-up. rencontres, voilà, des meet-up, où là, on s'est rapidement fait un groupe d'amis
donc plusieurs groupes d'amis même, et qui étaient en grande partie, enfin principalement coréens. Et du coup, on a commencé à beaucoup parler coréen tout le temps, en fait, à apprendre au fur et à mesure. Et puis, vu qu'on apprenait ensemble, c'était bien. En fait, j'étais pas seule à apprendre, on avait le même niveau. Oui, il y avait de la Et motivation aussi entre les 2. voilà, et puis voilà. Et du coup, on s'est fait des amis, dont un groupe d'amis qui était vraiment exclusivement coréen, une personne en particulier qui est toujours notre meilleure amie, qui est coréen, et qui est quelqu'un de très intéressant parce qu'il est journaliste. Et voilà, du coup, on passait beaucoup de temps avec lui, avec nos autres amis, et on parlait beaucoup coréen, en fait. Et c'est comme ça en fait, qu'on a toutes les deux appris le coréen. Et à la fin de l'année qu'on a passée en Corée, on parlait coréen. Pas, je dirais pas couramment parce qu'on n'était pas assez à l'aise pour dire couramment, mais on pouvait avoir complètement passé une soirée entière à parler que coréen avec des amis, et on s'amusait. Enfin, il n'y avait pas de... Voilà, on ne pouvait pas exprimer tout ce qu'on voulait exprimer, mais on arrivait à un niveau où on était bien. On Donc tu utilisait retournes beaucoup les 3 langues, oui, français, anglais, coréen. voilà, d'accord. Donc finalement, tu retournes en Corée, c'est ça? C'est ça. Je retourne en Corée donc en 2017. Et là, j'entame donc un cursus en coréen, sachant que quand on arrive, je ne sais pas si les auditeurs connaissent le système, mais c'est un système qui va du niveau 1 au niveau 6. Enfin, certaines proposent aussi un niveau 7, mais le diplôme de coréen, on l'a après le niveau 6. Et donc, chaque niveau dure 3 à 4 mois. Et donc, à chaque fois, pour passer d'un niveau à l'autre, il y a un examen. Donc, soit on redouble, soit on passe au niveau d'au-dessus. Mhm. Et en arrivant, si on a déjà un niveau en coréen, on passe un examen de niveau. Donc, et après, on est placé dans un niveau selon voilà, les résultats de l'examen. Donc, moi, je suis rentrée directement au niveau 4 Ah oui, en arrivant en 2017. Voilà, je suis rentrée au niveau 4, donc sans avoir étudié, en fait. Enfin, voilà, en fait, je parlais le coréen, mais oral. Et un peu écrit, mais en fait, j'avais jamais vraiment écrit, j'avais jamais vu de grammaire. Enfin voilà, c'était vrai. Et du coup, le début était un peu difficile parce que j'arrivais avec des gens qui avaient fait le cursus depuis le niveau 1, donc qui étaient hyper calés en grammaire, qui connaissaient oui. voilà ce que c'est. Enfin, même moi, le mot adverbe ou le mot sujet, verbe en coréen, ces mots-là, je les connaissais pas. Donc au début, c'était un peu compliqué de me dire ah oui, ça veut dire adverbe. Donc voilà, moi, j'avais pas du tout appris le coréen comme ça. C'était pas ma façon d'apprendre le coréen. Du coup, c'était un peu difficile au début, mais alors vraiment les 2 premières semaines. Après, je me suis adaptée. Et du coup, j'ai fait niveau 4, 5, 6 à la suite. Et une fois diplômée de coréen, j'ai trouvé un travail en Corée. Et du coup, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans. Et voilà, jusqu'à l'été dernier. D'accord. Donc là, tu travailles chez Symbiotech Research Foundation, c'est ça? Alors oui, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast à part entière sur mon expérience dans cette entreprise. Il y a tellement de choses à dire et j'ai fait d'ailleurs des interviews radio, etc. à propos de ce que je faisais là-bas. Parce que D'accord. c'était... Alors en fait, pour expliquer rapidement, c'est une fondation de recherche qui est principalement, qui fait principalement du clonage animalier. Donc, qui clone des animaux. OK. Plusieurs, plusieurs animaux et pas qu'une seule espèce. Mais ils en sont Donc, ils en sont à l'expérimentation ou ils en sont à la ah non, non, pratique? non, 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 pratique. Non, non, non. Et ils en font quoi de leurs animaux? Alors il y a plusieurs, ils clonent plusieurs types d'animaux. Alors, moi, le sujet que je connais le mieux, c'est les chiens, parce que moi, j'étais chargée des chiens. Donc, en fait, ils clonent, et ils en sont à 1500 chiens clonés. Enfin, ils en ont fait beaucoup. Et donc, t'as deux parties. Tu as la partie gouvernement, armée, etc. Donc, ils commandent des chiens ce qu'on appelle Special Force Dogs. Donc, c'est des chiens pour renifleurs de drogue, des chiens d'attaque, des chiens policiers, voilà, tout ça. Qui sont clonés parce qu'en fait, c'est pas tous les chiens d'une certaine race de chiens qui ont des compétences euh, euh, très élevées, enfin les compétences voulues par l'armée, en fait, c'est certains chiens. Et du coup, en fait, une fois que ces chiens sont trouvés, ils se sont rendus compte que quand on les clonait, ces capacités se retrouvaient dans les chiens clonés. Pas à chaque fois, mais de manière assez, enfin, à un pourcentage assez élevé pour que ça vaille le coup financièrement de faire cloner les chiens.
C'est énorme, ça, Et c'est une série Netflix, ça. Ces chiens, voilà, ils et sont purement fonctionnels? après, ah oui, oui, et après, il faut savoir que 80% des chiens de l'aéroport d'Incheon, donc à Séoul, à Incheon, sont des chiens clonés par Suan, donc là où je travaillais. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne sait pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de gouvernements étrangers qui font appel à ce service de clonage de chiens, mais qui ne le disent pas parce que c'est encore un problème un peu éthique où il va y avoir forcément des critiques de ça. Mais comme ça vaut le coup financièrement, les gouvernements le font un peu de manière cachée, en fait. Mais ils Pour le les mêmes font. raisons, pour avoir les spécificités Ah dont oui, tu oui. parlais tout à l'heure de ces chiens. Voilà, D'accord. parce qu'en fait, si tu veux, pour t'expliquer comment se passe généralement le recrutement de ces chiens, c'est qu'ils prennent 200 chiens d'une même race ou d'une même, voilà, qui sont réputés pour avoir telle ou telle capacité. Imaginons, voilà, ils en prennent 200, 300. Il faut qu'ils éduquent ces 300 chiens-là à ce qu'ils veulent, donc, que ce soit les drogues, que ce soit l'attaque, que ce soit voilà, les chiens de pompiers. Voilà, il y en a plusieurs types. Et une fois, après cette éducation-là, les meilleurs éléments sont isolés. Et après, il y a une éducation beaucoup plus stricte. Mais du coup, le coût en fait, de trouver tous ces chiens, d'éduquer tous ces chiens pour en fait n'en avoir que 6 ou 7 à la fin qui peuvent être vraiment utilisés, c'est énorme. Et donc, en fait, ça leur revient moins cher de prendre juste ces 6 chiens-là et de les cloner, mais plusieurs fois. Oui, tout à fait. Dans ce qui m'étonne le plus, c'est pas tellement qu'on utilise des chiens clonés, c'est qu'on arrive à cloner des chiens. Je savais que ça existe, enfin, que ça existait, qu'il y avait des recherches. Alors, le clonage, en fait, je pense qu'on se fait une idée parce que c'est un peu un truc qui fait futuriste, mais le processus de clonage n'est pas compliqué. Vraiment pas, vraiment pas. Enfin, il est facile à comprendre. Et, voilà, c'est pas le processus de clonage qui est compliqué, c'est le fait que selon les animaux, en fait, il y a une structure de cerveau qui est différente et il y a, par exemple, c'est l'implantation qui est très compliquée. Par l'implantation, je veux dire l'implantation d'œufs, donc d'embryons clonés, dans l'utérus, donc d'une chienne, d'une femme humaine, d'un singe, enfin voilà. Parce que de toute façon, il faut implanter des embryons clonés dans un utérus pour qu'ils puissent grandir. Les animaux clonés ne naissent pas en laboratoire, ils naissent du ventre de l'espèce à D'une laquelle mère ils porteuse, appartiennent. si on peut dire. Voilà, D'accord, exactement, c'est comme ça qu'on les appelle, des mères porteuses. d'accord. Et, euh, et donc, du coup, voilà, les chiens, par exemple, il faut, pour espérer qu'au moins un embryon tienne, c'est-à-dire tienne dans l'utérus et se développe, il faut en implanter entre 10 et 20. Voilà, on implante 10 ou 20 embryons à la fois, donc des fois En moins. même temps, d'accord, ok. Voilà, ça dépend. Des fois, c'est 5, selon combien on a réussi à en faire. Hein. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 10, des fois, c'est 15. Voilà. Et selon les risques que les personnes ou les propriétaires veulent prendre aussi sur le nombre de chiens qui pourraient. Voilà. Bref, mais du coup, par exemple, les femmes, les humains sont plus simples à cloner, malgré ce qu'on pourrait penser, parce que quand on implante un embryon dans l'utérus d'une femme, il y a beaucoup plus de chances qu'ils tiennent. C'est-à-dire qu'il suffit d'en implanter 3 ou 4 max pour qu'il y en ait un ou deux qui tiennent, ce qui n'est pas du tout le cas pour les chiens. Parce que les chiens, ils ont un cerveau qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus rejeter des corps extérieurs. Ok. Donc, c'est plus facile de cloner un humain si on voulait, ce qui pour l'instant c'est interdit dans le monde entier. Voilà, Oui, c'est ce ça que ne se j'allais fait pas. demander. Ils font Ça pas ne se les fait pas. humains C'est complètement interdit. comme by-tech. Que ce soit le clonage humain ou même l'expérimentation sur des embryons humains, c'est interdit. Donc, on ne peut même pas arriver à l'étape où on pourrait implanter, parce que c'est déjà interdit de créer des embryons humains pour de l'expérimentation comme ça. Voilà, donc ça ne se fait pas, c'est interdit. Par contre, pour les animaux, il y a plusieurs pays dans le monde où c'est interdit, mais d'autres où ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'dans l'Union européenne, ce n'est pas possible. C'est interdit, ouais, Euh, d'accord. Et voilà. Par contre, voilà, en Chine, aux États-Unis, en Corée, ça se fait. d'accord. Et quels autres animaux ils clonent donc dans cette société? Alors, il y a les cochons, il y a les vaches laitières principalement. Donc, on clone les vaches qui produisent le meilleur lait, les vaches qui produisent la plus grosse quantité de lait, on clone ces vaches-là euh, parce que du coup, ça améliore le rendement, etc. On clone des bœufs avec de très bonnes viandes, donc le Hannou, par exemple.
Ouais. qui est voilà, le bœuf le bœuf coréen de grande qualité. On clone des chevaux, donc des chevaux de course. Donc, On je clone. suis en train de réagir. On mange de la viande clonée donc en Corée. Non. Alors, ça, en fait, moi, je ne m'occupais pas du tout de tout ça. Donc, en fait, c'est juste que je savais que certains de mes collègues s'occupaient. Mais je sais qu'il y a beaucoup des contrats qui sont en Chine. D'accord. En Corée, il y a très peu de choses qui se font vraiment en Corée. Ouais, Sur vraiment peu. l'alimentaire. Je sais qu'il y a eu, en fait, des contrats en Corée, mais ce n'était pas du clonage, en fait, parce que forcément, en fait, le clonage utilise la technologie de l'in vitro, la fécondation in vitro, donc FIV. Donc, du coup, il y a beaucoup qui font appel à cette entreprise-là en Corée, dont les entreprises de Hanu, pour les services de FIV. Donc, c'est pour arriver à faire se reproduire des bœufs plus vite et de manière plus effective. C'est-à-dire, voilà, mais pas forcément en clonant. Donc, le clonage, voilà, certains, c'est du clonage, d'autres non, ça dépend. D'accord. Voilà, il Et y a aussi des chameaux, personnellement, j'ai été amenée à m'en occuper un petit peu. Voilà, des chameaux, mais donc du coup, ça, c'est plus dans le golfe Persique, par là. Voilà. Où j'imagine. ils font des courses de chameaux, ils font des choses comme ça. Ah, c'est pour des courses, ouais, d'accord. OK. Et après, le dernier aspect qui est très intéressant, mais beaucoup plus complexe, c'est tout ce qui est clonage, mais d'animaux qui ont disparu. Donc, soit qui ont disparu récemment, donc où restent des traces d'ADN, où on peut essayer de ramener des animaux qui n'existent plus, ou Mhm. des animaux anciens, c'est-à-dire, donc il y a le mammouth, sur lequel donc SWAM, l'entreprise pour laquelle je travaillais, faisait partie de l'équipe de l'équipe internationale qui travaillait sur le mammouth, et le cheval originel, en fait, qui date un peu de la même époque que le mammouth aussi. D'accord, intéressant. Mais quel intérêt de cloner un mammouth aujourd'hui? Bah, je pense que c'est vraiment purement scientifique. Je Oui. pense que ça serait un. Voilà, après, je sais que Poutine est très intéressé par ce projet-là et que Poutine aurait le projet de, si ça réussit, d'ouvrir en fait un parc en Sibérie, un parc à mammouth en fait, ça serait un peu son souhait, d'ouvrir un parc à mammouth un Le peu Jurassic Dinosaur Park, Park. quoi. Ouais, ouais, Jurassic Park. Ouais, voilà. Voilà, en Sibérie, je sais qu'il est personnellement très intéressé par le projet. Voilà. Après, D'accord. je pense que ce serait vraiment purement scientifique parce que si on arrive à refaire un mammouth, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Oui, oui, évidemment, oui, d'accord. OK, très Voilà. intéressant tout ça. Bah, 2 questions par rapport à ça. Comment tu as trouvé ce job et quel était ton job? Alors, j'ai trouvé ce job, vraiment, hein, c'était un hasard incroyable. Alors, j'ai une de mes amies qui était française et toulousaine d'ailleurs, qui travaillait dans un bar à Hongdae, qui faisait aussi échange de langue. Donc, je leur fais de la pub, ils sont sympas, ça s'appelle Playground. Ils font un échange de langue tous les soirs ou pratiquement de la semaine. OK, Très sympa. Donc, une amie qui travaillait là-bas et qui savait que je cherchais du boulot après mon diplôme. Et donc, il y a une personne qui est devenue du coup un de mes collègues par la suite, qui est tadjik, qui vient du Tadjikistan, qui était venu dans ce bar un soir pour prendre un verre et participer à l'échange de langue, et qui a parlé à mon ami. Et mon ami parle assez bien coréen, anglais, français. Et du coup, il a dit, bah ben, ça t'intéresserait pas? Nous, on cherche quelqu'un qui parle anglais, français et coréen dans notre entreprise. Voilà. Et sauf qu'elle, elle n'a pas de diplôme universitaire, donc elle ne pouvait pas espérer avoir de visa de travail. Donc du coup, oui. elle m'a appelé le soir même, il devait être 21h, en me disant, il y a quelqu'un dans le bar qui cherche quelqu'un comme toi, je t'envoie une photo de sa carte de visite. Et voilà, on a été mis en contact comme ça. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai passé l'entretien. Et voilà, j'ai été embauchée sur le champ et j'ai commencé à travailler la semaine d'après. En gros, ça s'est fait comme ça. Très vite Vraiment, donc. Très, très vite, ouais. voilà. Et donc le job en lui-même, ça consistait en quoi? Donc moi, en fait, j'avais un peu une double casquette parce qu'ils avaient aussi une marque de cosmétiques. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'étais à moitié chargée de développement commercial en Europe pour la marque de cosmétiques et à moitié chargée en fait de toutes les relations internationales, entre guillemets, de la partie fondation de recherche clonage. Donc, Mhm. moi, j'étais particulièrement chargée des chiens. Donc, en fait, ce que je n'ai pas fini de dire tout à l'heure, c'est que
sur le clonage. Donc, il y a une partie qui est gouvernement, militaire, armée, etc. Et l'autre partie qui est du clonage commercial, en fait, où c'est des gens fortunés, enfin, ou alors qui ont quand même pas mal d'argent, qui viennent nous voir parce qu'ils veulent cloner leur chien. Donc, c'est un chien domestique, leur propre chien. Voilà, soit avant la mort, soit après. Et donc, moi, j'étais chargée de ça, de gérer tous ces clients internationaux donc, qui venaient, qui nous contactaient pour cloner leur chien. Donc, je suivais le processus du début jusqu'à la fin, sachant qu'un processus du début jusqu'à la fin, du début, c'est-à-dire du contact avec le client jusqu'à la livraison, entre guillemets, du chien à la fin, ou l'adoption plutôt, il faut compter une année, enfin, un peu moins, entre 9 mois et 1 an. Donc voilà, moi j'étais chargée de suivre voilà, ces cas du début jusqu'à la fin, d'accompagner les gens, de D'accord, donc ça, voilà, c'est de pour m'assurer avoir que le un, processus se passe bien, etc. ça, c'est pour avoir un chien qui ressemble au chien qu'on adorait, c'est ça? Enfin, qui est même Voilà, le c'est un clone du chien chien qu'on adorait. 100% idéal, 100% idéal, 100% identique au niveau de l'ADN au chien, enfin, au chien original, en fait. Et ça Voilà. aussi, c'est interdit en Europe, hein, c'est ça? Oui, c'est interdit en Europe. Et ça coûte C'est combien à peu interdit. près? Alors, ça dépend. En Corée, ils sont très chers et je pense que ça participe énormément au fait qu'ils perdent du terrain par rapport à d'autres qui se sont ouverts. Parce qu'en fait, Swam, donc pour laquelle je travaillais en Corée, c'est la première entreprise de clonage commercial au monde qui s'est ouverte. Et du coup, D'accord. ils avaient tout le marché pendant un long moment. Et en fait, ensuite, il y a Viagen aux États-Unis qui s'est ouvert, Viagen Pets, qui a commencé à faire la même chose, mais moins cher, beaucoup moins cher. Et là, dans les quelques années, ça fait 2 ans, je crois, 2-3 ans qu'il y en a une qui s'est ouverte en Chine. Sachant qu'il y a beaucoup de nos clients, enfin de nos clients, je dis encore nos clients, mais parce que j'ai l'impression d'y travailler encore, mais il y a beaucoup des clients de Swan qui étaient chinois. Donc, on a perdu ce marché-là et ils ont perdu aussi le marché américain. C'est quoi la question? Je ne me rappelle plus. D'accord, non, c'était le prix à peu près, Oui, avoir pardon. Donc, une ordre de prix. le prix qu'on pratiquait en Corée, là, je ne sais pas s'ils l'ont changé depuis que je suis partie, mais c'était environ entre 80 000 et 100 000 dollars par chien. Sachant que Viagen, ils font, je crois que pour un chien, c'est entre 50 000 et 70 000. C'est eux les moins chers. D'accord, oui, donc c'est quand même une clientèle assez friquée. Voilà, fortune, évidemment. Voilà. Enfin, Donc, très friquée. voilà. Après, pour passer rapidement, en gros, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. J'ai eu des expériences géniales parce qu'en fait, comme je viens d'expliquer, c'est un métier quand même assez atypique où je rencontre des Ouais. gens du monde entier qui viennent. J'assiste à plein d'opérations de chiens, que ce soit des césariennes, parce que tous les chiots naissent en césarienne. Donc, j'assiste à Mhm. beaucoup de césariennes, à des implantations. Je crée des relations très proches avec beaucoup de chiens parce que tous les chiens dont je m'occupais, j'en avais un peu la responsabilité tant qu'ils étaient avec nous au labo. Donc voilà, on s'attache beaucoup aux chiens, on s'attache beaucoup aux gens parce que les processus, ça dure 1 an. Donc, on a le temps de beaucoup échanger, on se voit Ouais. souvent. C'est moi qui ensuite amenais les chiens une fois qu'ils avaient l'âge où ils étaient vaccinés, etc., où ils pouvaient voyager. C'est moi qui amenais les chiens, du coup, chez les gens, donc un peu dans le monde entier. Voilà, enfin, j'ai eu des expériences géniales, très atypiques. J'ai été dans des fermes de chameaux au fin fond du désert d'Abu Dhabi. Enfin, voilà. Voilà, on vit des choses assez extraordinaires, on rencontre des gens très connus. Voilà, et puis mon boss, donc celui qui a créé cette entreprise, et ce qui est quand même un détail non négligeable, est quelqu'un qui était extrêmement connu en Corée, qui a failli avoir un prix Nobel en 2000, au début des années 2000, qui était en lice pour un prix Nobel, tout le monde pensait qu'il serait le prochain président coréen. Voilà, donc il était très connu. Sauf qu'il y a eu voilà, un scandale, je crois que c'était en 2006, quelque chose comme ça, qui a détruit en fait sa carrière. Donc, si vous voulez chercher sur Google, vous aurez toutes les réponses. Il s'appelle le professeur Hwang, donc professeur Hwang Woo-sok en coréen. Professeur Hwang, clonage, vous tapez ça, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Donc voilà, lui, c'était donc mon boss, avec qui je travaillais beaucoup parce que j'étais un peu aussi son assistante personnelle. Enfin, pas vraiment, mais en gros, je l'aidais beaucoup dans beaucoup de choses parce qu'en fait, il parle
anglais, mais pas très bien. Et comme moi, je parlais coréen, voilà, je l'accompagnais beaucoup. Mais bon, grâce à lui, entre guillemets, ou grâce à mon travail là-bas, j'ai quand même eu des expériences que je ne regrette pas parce que ça a été extrêmement enrichissant, extrêmement… Enfin, voilà, j'ai vécu des choses super. Après, je pense que je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais un peu fait le tour. Je ne me sentais pas valorisée dans mes vraies capacités, de ce que j'étais vraiment capable de faire. Et, euh, et moi, il y avait tout le côté éthique qui me dérangeait énormément. Alors, il n'y avait rien de absolument horrible, voilà. Mais il faut savoir qu'en Corée, il n'y a aucune ou pratiquement aucune loi, régulation qui protège les chiens. Mais c'est les Et chiens en particulier ou c'est les animaux en général? alors, c'est les animaux en général, mais quand on compare l'Occident à la Corée, c'est le cas des chiens qui est le plus criant, en fait. Oui, oui. Parce que c'est des animaux considérés comme des animaux domestiques en Occident qui sont extrêmement protégés grâce à ce statut, qui est un statut particulier. Les chiens ne sont pas considérés comme des animaux domestiques en Corée, donc ils n'ont pas de protection qui va avec, si tu veux. Ça n'a pas plus de, Et voilà, ça a pas plus, ça j'allais dire, n'a pas plus valeur, de mais droits c'est qu'un pas cochon. de droit, voilà, de droit qu'un cochon. Voilà. Et Voilà. du coup, voilà, moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup affectée parce que forcément, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel qui m'attachait beaucoup à ces chiens, qui voulait faire en sorte qu'ils aient la meilleure vie possible tant qu'ils étaient avec nous. Et c'est pour ça que j'ai voilà, voulu quitter cette entreprise. Moi, il y avait beaucoup de raisons, hein. Bon, Bon, après, il y avait aussi la culture d'entreprise coréenne qui est très compliquée, comme beaucoup le savent. Et voilà, c'était très compliqué pour moi de m'adapter à ça alors vas-y, quel est ton et de ressenti voir. justement sur cette culture d'entreprise? Alors, sur la culture d'entreprise coréenne, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, ce qu'on sait, hein, c'est que c'est très hiérarchisé Mhm. et que souvent, voilà, il y a quelqu'un qui est en haut, hein, qui était le professeur Hwang dans le cas de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, et qui est quelqu'un qui est de la vieille Corée, comme on dirait la vieille France, et qui, du coup, qui est un peu, qui donne la note, qui donne le là, on va dire, pour toute la culture d'entreprise. Et donc, bon, il y a des gens très bien dans cette entreprise, des gens à qui je m'entendais très bien, qui n'étaient pas d'accord avec les méthodes managériales et qui en étaient désolés, mais voilà, qui ne faisaient rien pour changer quoi que ce soit et qui courber les chines. Aussi, j'ai vu passer les questions dans ton mail et donc je le mentionne ici, cette idée d'équilibre travail et vie personnelle qui est assez inexistant en Corée, en fait, qui est naissant, on va dire, dans les esprits coréens, dans les esprits des jeunes en particulier, mais qui n'est pas du tout une préoccupation de beaucoup de managers coréens qui ont au-dessus de 40-50 ans, quoi. Et Ouais, du coup, voilà, il fallait donner sa vie à l'entreprise. Il fallait que que ma vie tourne autour de l'entreprise, de comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus d'argent et que je compte pas mes heures, que je compte pas mes nuits, que je n'ai pas l'envie de partir du travail à 17h ou 18h selon mon contrat. Voilà, c'était pas normal que je fasse 9h, 18h, quoi. d'accord. Et sur ton contrat, C'est pas justement, normal. oui, non, ça, c'est pas normal, c'est clair. C'est pas normal du tout. Mais justement, sur ton contrat, qu'est-ce qui était marqué? Tu avais combien d'heures Alors, officiellement? mon contrat, alors il faut savoir que c'était pas du tout un cas isolé parce que j'ai recueilli beaucoup d'expériences d'amis, de collègues, etc., qui travaillaient pas forcément dans cette entreprise. En Corée, il y a un manque de regard, un manque de respect de la loi qui est énorme et dont on se rend pas compte quand on n'est pas professionnel là-bas. La loi du C'est-à-dire que travail? vraiment en Corée, ah ouais, la loi du travail, mais pour eux, c'est juste un truc pour décorer les bureaux, hein. Mais vraiment, hein. D'accord. C'est vraiment, ce qui est écrit dans ton contrat et ce que tu fais, mais c'est le jour et la nuit. Des fois, tu n'as même pas le même salaire sur ton contrat et ce que tu reçois. Bref, du coup, en fait, ce qu'ils mettaient sur mon contrat, c'était pour faire joli et la réalité de ce qu'ils me demandaient était tout autre. D'accord. Et en Donc, termes de voilà. vacances? En termes de vacances, alors moi, ils étaient sympas avec moi parce que je suis française et qu'en fait, avec les étrangers, ils avaient plus de laxisme. Parce que M. Huang était quand même conscient qu'à l'étranger, il y avait des modes de fonctionnement différents et qu'en tant qu'étranger, on avait un seuil de… On ne peut pas tout accepter. Un seuil d'acceptabilité beaucoup plus bas que les Coréens. C'est-à-dire que les Coréens, ils ont beaucoup plus l'habitude de courber les chines, de dire oui, oui, d'accord,
Alors que lui, il savait que voilà, les Occidentaux n'avaient pas du tout ce mode de fonctionnement. Donc, je pense qu'il ne voulait pas dépasser notre seuil d'acceptabilité. Et donc, du coup, il était un peu plus sympa déjà Ouais. avec nous, gentil, et plus souple au niveau des vacances. Et voilà, si moi, je disais, je veux prendre un jour de congé, eh ben, il était plus facilement accepté que si c'était mon collègue coréen qui demandait la même chose. Par contre, il y avait quand même ce truc de… Après, voilà, moi, j'ai eu des problèmes de santé pendant un long moment parce que mes problèmes de santé n'ont pas commencé au moment de mon hospitalisation, hein. Ça a été pendant plusieurs mois avant. Et du coup, j'avais des rendez-vous à l'hôpital très régulièrement et je sais que lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Je sais qu'il me traitait de tous les noms dès que je disais qu'il fallait que j'aille à tel ou tel rendez-vous parce que, bon, certes, c'était récurrent, donc ça ne l'arrangeait pas. Mais voilà, lui, il ne supportait pas de savoir que ses employés n'étaient pas au bureau en train de travailler. En fait, c'était très compliqué pour lui de savoir qu'on avait une vie en dehors, qu'on avait quitté le boulot à l'heure pour avoir une vie. Lui, ça ne rentrait pas dans ce qu'il comprenait, en fait. Donc, D'accord. c'était Donc, c'est compliqué. ce qui va mettre fin à ton contrat finalement, non? C'est la Oh décision non, de revenir en France. ah oui, Non, voilà, je veux dire la décision c'est de revenir en moi. France à cause de la maladie, hein, c'est ça? Oui, oui, voilà. Puis aussi parce que ça faisait, en gros, depuis janvier de 2020 que je m'ennuyais dans mon métier parce qu'avec le Covid, etc., du coup, il n'y avait plus de voyages, il n'y avait plus de voyages business. Enfin, déjà, voilà, on n'allait plus à l'étranger. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de clients parce que venir en Corée déposer des échantillons pour le clonage, etc., ça devient très compliqué. Donc, en fait, on n'avait plus de clients au clonage pratiquement, on n'avait plus de clients cosmétiques, enfin, on avait beaucoup moins de commandes cosmétiques. Enfin, tout s'est effondré avec le Covid, donc je m'ennuyais beaucoup. Et je me sentais pas utile, je me sentais pas valorisée, je me sentais pas écoutée. Parce que sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des initiatives, qui aime chercher où ça va pas pour aller essayer d'améliorer les choses. Et c'est pas du tout Ouais. un état d'esprit coréen. Donc ma prise d'initiative n'était pas du tout appréciée. Voilà, et je savais que ça, c'est des choses qui sont des qualités qui sont appréciées en France Oui, donc et tu qui tournais sont en pas. rond au bout d'un moment sur l'expérience, tu avais fait un peu le tour comme tu disais Voilà, tout à l'heure, hein, c'est c'est ça. ça? D'accord. Le Covid a participé évidemment. Aussi, ouais. Donc, ok. Bon, écoute, pour terminer quand même sur une note amusante sur cette expérience, je voudrais revenir à la livraison de chiens parce que c'est quand même extraordinaire ça. Donc, tu prenais l'avion, toi, le chien voyageait en soute, tu dormais à l'hôtel Ouais. dans un pays du monde. Comment ça se passait? Oh, c'est à peu près ça, hein. En gros, une fois que le bébé sont des bébés, ils avaient l'âge légal, on partait. Donc oui, le chien en soute. Bon, sachant que c'était assez drôle parce que bon, quand on partait avec un seul chien, donc c'était pas très compliqué, on va à l'aéroport avec un chien, voilà. Mais il y a des fois où on livrait 10, 12 chiens d'un coup. Donc on arrivait à l'aéroport avec 12 chiens de tailles différentes. Alors les gens, ils nous regardaient, ils nous disaient, mais qu'est-ce que c'est ces gens qui débarquent avec 12 chiens? Donc après, voilà, il faut enregistrer tous les chiens. Oui, puis c'est des chiens à 100 000 $. Là, tu te balades avec un coffre-fort, quoi. Ouais, bah après, quand c'est des chiens Special Force Dogs qui sont commandés par dizaines, en fait, ça fait moins cher le chien, hein. C'est Oui, pas 100 oui, 000 dollars par chien, mais d'accord. mais oui, voilà, c'est des chiens qui sont chers, et puis qui sont pas forcément tous la même taille, donc il faut avoir des… Enfin, c'est compliqué, voilà, c'est de la logistique d'arriver de prendre l'avion avec 12 chiens. Mais voilà, bon, moi, généralement, quand je partais seule, je partais avec un chien. Donc oui, le chien est en soute. Après, voilà, il y a des problèmes de douane, en fait, si tu veux. Les douanes n'aiment pas savoir que ce sont des chiens clonés. Donc généralement, il ne faut pas le dire. Et généralement, donc les propriétaires nous retrouvaient à l'aéroport. Après, voilà, selon les envies des propriétaires et les nôtres, on passait 1, 2, 3, 4, 5 jours sur place. Ah oui, quand même. D'accord. Il y en avait qui en profitaient pour prendre des vacances d'une semaine. Oui, tant qu'à Selon la faire. destination, par exemple, quand on devait livrer un chien en Thaïlande, eh ben, on prend une petite semaine en Thaïlande parce que c'était admis, si tu veux, par l'entreprise du fait que bon, si le propriétaire vous invite à rester une semaine avec eux, chez eux, ben voilà, on reste une semaine là-bas, Voilà. quitte à mentir un peu alors qu'on va à l'hôtel en disant que c'est le propriétaire qui nous invite pendant une semaine. Voilà. Entre collègues, on trouvait des petites combines pour Je rester un comprends. peu plus longtemps à tel ou tel endroit. Généralement, ça se passait très bien, c'est sympa. On se fait inviter par les propriétaires des chiens qui sont souvent très heureux de les retrouver. C'est assez émouvant de voir la rencontre. S'ils n'étaient pas venus en Corée avant, hein, parce que souvent ils viennent pour la naissance.
ils venaient pour la naissance, les propriétaires, ils faisaient le déplacement, mais il y en avait qui ne pouvaient pas, donc voilà, ça dépendait des cas. Mais c'était toujours une des expériences très sympas voilà, d'aller livrer ses chiens. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, oui, vraiment quelques expériences un peu hors du commun. Et donc Ça. là, la boucle est bouclée, hein, donc tu rentres en France à ce moment-là, c'est ça? On est Ouais, 20. été 2020, ouais, juin 2020. Et donc, c'est Et voilà, l'ambassade de c'est Corée. l'ambassade de Corée. D'accord. Et c'est toujours le cas, du coup, ça reste depuis que je suis rentrée, je suis là-dedans, quoi. Ça Et reste pour l'instant ton voilà, activité, ouais, donc région parisienne et ambassade de Corée. c'est ça. Et en arrivant en France, en fait, parler coréen me manquait beaucoup parce que là, j'étais à un niveau je suis à un niveau où je parle totalement couramment, où du coup, j'ai travaillé pendant les 2 ans où je travaille à Swam, enfin, je traduisais beaucoup, je faisais un peu un rôle d'interprète. Voilà, entre mes études et ça, en fait, j'ai atteint un niveau de coréen très bon et d'arriver en France et tout d'un coup d'avoir 0 coréen dans ma vie, parce que même à l'ambassade, en fait, tout le monde parle quand même très bien français et puis comme moi, je suis Ouais. française, tout le monde s'adressait à moi en français. J'étais pas embauchée pour parler coréen, même si j'étais amenée à parler coréen régulièrement, mais pas beaucoup. Et du coup, ça me manquait en fait d'utiliser le coréen dans la vie quotidienne, de me socialiser en coréen. Ça faisait des années en fait que je m'étais pas vraiment fait des amis ou socialisé en français en fait. C'était toujours en anglais et en coréen. Et du coup, ça a été compliqué pour moi de retourner au français comme ça. Et du coup, j'ai trouvé l'offre d'échange de langue très pauvre à Paris. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer un groupe d'échange de langue qui a tout de suite très bien marché. Bon, après, malheureusement, on a été bloqué par le Covid et le fait qu'on ne pouvait pas vraiment se faire de meet-up parce que Covid, couvre-feu, etc. Mais voilà, le groupe a très bien marché. Là, je crois qu'on est à 1600 membres en juste quelques mois. Ah Il a d'accord, c'est vraiment. c'est un groupe Meetup? Alors, c'est un groupe que j'ai pensé comme un groupe meet-up. Donc, ça s'appelle Échange de langue à Paris, français-coréen. Bon, je voudrais changer le nom parce qu'en fait, il a un peu évolué. Au début, c'était que ça. Et puis après, il y a eu beaucoup de gens qui y sont mis. Donc, après, c'est devenu un peu un groupe d'échange de langue, mais aussi d'échange d'informations. C'est-à-dire, voilà, dès qu'on voit un truc, on se pose des questions les uns les autres sur les visas, sur la situation là-bas, sur plein de choses, en fait, sur des partages de choses culturelles, des restos coréens qui ont ouvert. Voilà, c'est devenu un peu un groupe d'échange voilà, l'échange France-Corée. Et du coup, ça me prend du temps parce que je suis aussi administratrice d'un des plus gros groupes d'expats en Corée, Foreigners in South Korea. Donc, c'est un groupe où il y a environ 40 000 personnes, où je suis aussi administratrice de celui-là depuis que je vis en Corée. Ah d'accord, Et donc du tu as coup, gardé le groupe Facebook déjà? voilà, je suis toujours administratrice de ce groupe-là et j'en ai créé un autre pour Paris, enfin pour la France en fait, Sur Facebook en aussi, en gros. fait, alors c'est ça. Facebook, ouais. Et du coup, voilà, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de monde entre les deux groupes. Mais ça me plaît beaucoup d'être un peu administratrice comme ça, et fédératrice en fait d'échanges, euh, de participer voilà, à des échanges entre la Corée et la France. Ça me plaît en fait de faire partie de cette communauté-là, de la faire grossir, de l'alimenter. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Écoute, oui, donc plein d'activités quand même en lien avec la Corée, toujours. Oui, oui, toujours. Si on revient sur la santé, parce que donc, tu disais que ça s'est beaucoup mieux passé en France qu'en Corée, hein. En revanche, si on parle de la crise de la Covid, il semblerait que la Corée gère ça beaucoup mieux que la France ou que l'Europe en général. Donc, quel est ton point de vue à toi qui as vécu dans les deux pays et connu la crise un peu sous les deux angles? Alors, non seulement j'ai vécu dans les deux pays, mais j'ai aussi participé à la commission d'enquête donc qui a été lancée par le gouvernement français sur la gestion de la crise par donc la Corée du Sud. Il y avait Taïwan, euh, je crois qu'il y avait la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, mais j'avais au Ah, moins la Corée du Sud et Taïwan. une commission Donc il y a eu une d'enquête quand même, commission hein. d'enquête qui a été D'accord. lancée par le Sénat OK. où du coup l'ambassade de Corée, l'ambassade de Taïwan ont été appelées à venir s'exprimer donc au Sénat pour expliquer comment la crise a été gérée depuis le début, les étapes, pourquoi est-ce que... Bon, voilà. En gros, décrire tout ça et répondre à toutes les questions des sénateurs. Du coup, moi, j'ai participé à ça quand j'étais donc à l'ambassade où j'ai fait partie du groupe qui a préparé l'intervention au Sénat et qui est allé au Sénat
pour faire la présentation et répondre aux questions des sénateurs. Du coup, voilà, j'ai bien bossé sur la question. Donc, bon, c'est encore, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui, effectivement, ce que la Corée a très, très bien fait, c'est que la Corée a réagi très tôt. Très tôt, en prenant, sans savoir forcément où l'épidémie allait aller, mais la Corée a réagi très tôt et très bien en ayant très tôt voilà, quelques mesures qui ont tout changé. C'est-à-dire, dès le début, moi, je me souviens, dès janvier 2020, donc on était vers fin janvier, et moi, j'avais un collègue chinois qui, du coup, était plus au courant que nous en Corée de ce qui se passait en Chine et de l'évolution du virus, et qui nous a... Enfin, voilà, tout de suite, en janvier, on a tous acheté des masques. Et puis rapidement, il y a eu des appels du gouvernement de dire attention, portez des masques, faites attention, évitez les grands groupes, etc. Donc, ils ont eu des directives dès janvier qui ont permis en fait de ralentir énormément la progression de la pandémie. Et ça a tout changé en fait. Et après, ils ont continué à prendre quand même des bonnes décisions, mais qui étaient en fait qui étaient que des bonus. Mais en fait, c'est ça qui a vraiment changé les choses. C'est le fait que dès janvier, de mettre la population au courant de ce qui se passait, de leur faire comprendre la gravité des faits, de les encourager à porter des masques. Et les Coréens se sont très vite pliés à ça, parce qu'il y a quand même... Bon, même si les Coréens, ils n'aiment pas porter des masques, il n'y a personne qui aime porter des masques, ils ne faisaient pas ça de gaieté de cœur, mais il y a vu qu'en fait, c'était déjà dans les mœurs le fait que quand on est malade, porter un masque, ça protège les autres, et que en cas de pollution, ça te protège toi-même. Il y avait déjà ce sens de le masque, ça me protège, ça protège les autres. Et donc, dans un environnement où il y a une maladie qui circule, le masque était évident pour tout le monde. Il n'y a pas eu besoin de convaincre la population que c'était nécessaire. Et du coup, dès fin janvier, tout le monde en Corée avait des masques partout, tout le temps dans la rue. Et ont commencé à faire attention, aller moins dans les bars, aller moins voilà, dans ce genre de choses. Et du coup, forcément, quand dès janvier on fait ça, ça change tout. Ça change tout, c'est évident. Et comme eux, ils avaient beaucoup moins de cas grâce à ça, la maladie s'est répandue moins vite, ils avaient plus de disponibilité dans les hôpitaux, ils avaient plus de fonds et de temps des gens dans le milieu de la santé hospitalière pour organiser des infrastructures, des mesures au fur et à mesure pour répondre aux besoins. Et du coup, il y a eu beaucoup moins d'erreurs, il y a eu beaucoup moins d'explosions de cas qui fait qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on n'a plus de temps. Enfin, voilà. Il y a eu beaucoup moins, voilà, tout s'est passé beaucoup mieux et beaucoup plus, de manière générale, beaucoup mieux grâce à ça, en gros. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup pour, ça fait déjà 1h20 à peu près qu'on discute, je crois. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces échanges, toutes ces informations. De rien. On va terminer avec quelques questions un peu plus génériques sur la Corée, toujours, hein. On va Oui. essayer de rester en Corée, même si toi, tu n'y es plus pour l'instant. Le truc que tu adores en Corée et qui te manque à toi puisque tu y La es. nourriture. Je pense que c'est la nourriture et mes amis, c'est les deux choses principales qui me manquent. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre qui me manque. Ouais, je pense que la nourriture a vraiment... c'est une torture pour moi de voir les photos sur Instagram ou sur YouTube ou les vidéos de gens qui mangent coréen. Enfin, ça me manque. Franchement, à Paris, il y a quelques restos, mais j'ai jamais mangé dans un restaurant à Paris en me disant « Waouh, ça a le même goût ». Moi, j'adore le samgyetang. C'est un poulet cuit dans une sauce avec du ginseng, avec des jujubes. Enfin, voilà, c'est un truc qui n'est pas du tout épicé, qui se mange souvent l'été, que moi j'adore. Donc, le samgyetang, il y a du gingembre dedans aussi, il y a des racines, c'est cuit avec du riz à l'intérieur, qui est cuit à l'intérieur du poulet. Je ne dirais pas que c'est la cuisine que je préfère au monde, mais en fait, en ayant vécu longtemps là-bas, la nourriture coréenne est rentrée dans mes habitudes alimentaires. Et du coup, tout d'un coup, de plus avoir ça, ça me manque beaucoup, en fait, d'avoir un accès pas cher et facile à toute cette variété de cuisine, quoi. D'accord. Ça, c'est sûr, ça me manque. Ok, donc la nourriture. Et à l'inverse, un truc que tu détestais en Corée et que tu regrettes pas du tout? Quelque chose que je détestais en Corée, que je regrette pas du tout. Tout ce qui est sexisme, homophobie, racisme, et
et un peu un espèce de dédain pour tout ce qui est droits de l'homme et un dédain de manière générale pour la différence. C'est ce qui me dérangeait énormément en Corée. Cette espèce Mhm. de peur de la différence maladive, que ce soit la différence raciale, que ce soit la différence en termes d'être handicapé ou pas, de, de, de ne pas ressembler au Coréen moyen. Voilà, tout ce qui ne ressemble pas à un Coréen moyen, valide, hétérosexuel, cisgenre, etc., il y a un rejet énorme dans la société coréenne qui moi, me frustre, me dérange, Ouais, m'attriste et qui rendait souvent ma vie quotidienne en Corée frustrante, on va dire. d'accord. Voilà. Sur le plan professionnel, tu penses que c'est une terre d'opportunités ou au contraire, c'est très limité? Alors, oui, pour les Coréens. Oui, non, je pensais plutôt aux Non étrangers, mais pour les d'accord. étrangers. Ok, ok. Alors, il y avait une question dans ton email où c'était qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la Corée avant d'y aller? Et je trouvais que c'était une question intéressante. Oui, Et il y a j'allais y deux venir. aspects. D'accord. Et il y a deux aspects. Donc, il y a deux choses qui me sont venues tout de suite à l'esprit. Donc, je n'ai pas trop Ok, réfléchi. Il y a juste deux choses qui sont venues. très bien. L'une dont on pourra parler tout à l'heure, qui est plus au niveau personnel. Mais la deuxième, c'est voilà, le monde du travail. Le monde du travail, que ce soit au niveau de l'ambiance de travail en Corée, qui est pas agréable pour être sympa, qui demande beaucoup, mais aussi sur le fait que le monde du travail coréen n'est pas fait pour les étrangers. Voilà, c'est pas fait pour les étrangers. C'est euh, quand tu es étranger, que tu n'es pas anglophone et que tu veux faire un travail intéressant en Corée, c'est très compliqué. Euh, Par contre, si tu es anglophone, que tu fais partie des 5 pays d'or, donc 5 ou 6 pays, donc, que je liste rapidement, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Nouvelle-Zélande, Canada et Australie. C'est les 6 pays. Euh, si tu n'as pas une nationalité de ces 6 pays, tu ne peux pas être professeur d'anglais en Corée, la plupart du temps. Donc, il y a des exceptions, mais c'est très Donc rare. c'est la Et nationalité, récemment, c'est pas le fait la d'être nationalité. anglophone ou d'être bilingue même, c'est Alors, vraiment avoir la normalement, nationalité. on est Ouais, ouais. censé être anglophone, mais moi, j'ai déjà vu des gens qui, franchement, parlaient pas très bien anglais, mais juste parce qu'ils avaient la nationalité d'un de ces pays, avaient un poste, alors qu'ils parlaient beaucoup moins bien anglais que moi. Donc, bon, voilà. Euh, donc, oui, c'est la nationalité. Et donc, il y a beaucoup de postes de profs d'anglais en Corée, mais qui sont réservés à ces gens-là. Et en dehors de ça, en fait, le monde du travail n'est pas fait pour y intégrer les étrangers, sauf pour des jobs de traduction, c'est-à-dire interprète par-ci par-là, traduction à l'écrit, ça, on trouve, que ce soit des traductions de jeux vidéo, des traductions dans des entreprises pour traduire des documents. Enfin voilà, il y a de tout. Mais c'est dans la langue, en fait. Mais il y a très peu de carrières intéressantes en dehors de ça, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et voilà, après, il y a des opportunités pour les ingénieurs étrangers. Il y a pas mal d'opportunités en ingénierie et en langue. Mais en dehors de ces deux domaines-là, malheureusement, c'est un peu un vide intersidéral. Et du coup, moi, j'en ai beaucoup souffert parce que moi, les carrières que j'ai fait en Corée, ce n'est pas une carrière que j'ai choisie parce que c'est ça que je voulais faire. C'est parce que j'étais diplômée, je ne voulais pas rentrer en France tout de suite. On m'a proposé ce travail, j'ai commencé à travailler là-bas. Mais ça s'est D'accord. fait comme ça, en fait. Il faut savoir que c'est compliqué d'aller en Corée, que ça fait plusieurs années que le marché de l'emploi pour les étrangers se dégrade et qu'il s'est dégradé énormément avec le Covid, que le gouvernement, depuis des années, mais particulièrement depuis le début du Covid, a une politique très forte de « on privilégie les Coréens ». Donc, pour n'importe quel job, si une entreprise coréenne veut embaucher un étranger, il faut qu'elle justifie par A, par B, par M et par Z qu'elle ne peut pas embaucher un Coréen à la place de cet étranger. Ouais. Déjà que les visas travail, donc, qui s'appellent E7, étaient très compliqués à obtenir du temps où moi, je l'ai obtenu donc, en 2018. J'ai mis énormément de temps à l'obtenir, c'était un calvaire, c'était vraiment bref. Mhm. À cette époque-là, alors là, c'est encore plus compliqué. Voilà, il faut savoir ça. Il ne faut pas se dire que parce qu'on est français, on va nous trouver génial et nous embaucher. Ça ne se passe pas comme ça.
Ouais. Et voilà, il faut être conscient qu'on va arriver dans une entreprise qui n'a pas la même culture d'entreprise que la France, que ça va être compliqué, qu'on ne va pas forcément bien te voir. Donc, de mon D'accord. expérience personnelle et de Écoute, l'expérience de beaucoup d'expats, il ouais, faut le dire, il faut le savoir. ça a le Ça mérite peut d'être très bien clair. se passer. Ça peut très bien se passer, ça peut être génial, mais ça peut très mal se passer si voilà, il n'y a pas les bons paramètres. Voilà. Il y a beaucoup plus de chances que ça se passe mal en Corée qu'en France, quoi. Voilà, avec ses collègues de manière générale. Oui, d'accord, dans Voilà. dans la relation au travail, d'accord. Et l'autre, donc tu disais, il y a 2 choses que tu aurais aimé qu'on te Alors dise avant de voilà. partir? Alors, je vais en parler vite fait, mais avant ça, je voulais dire que moi, j'ai adoré découvrir la Corée sans rien savoir sur le pays, parce qu'en fait, toutes les choses positives que j'ai découvertes, c'était génial de pouvoir les découvrir toute seule. Puis chaque chose que tu découvres, que ce soit positif, moins positif, un peu négatif, en fait, ça te fait grandir. Et tu grandis en même temps que tu découvres le pays, en même temps que tu t'adaptes à des choses que tu découvres. Et moi, j'ai aimé ça. Donc, j'étais contente de ne pas, justement, tout savoir et qu'on m'ait pas tout dit sur le pays avant d'y aller. Donc, voilà, je trouve que c'est important aussi de se laisser surprendre et voilà, d'avoir envie d'être surpris. Oui, Mais voilà, si je devais dire autre chose sur ce que j'aurais aimé savoir, parce que ça m'aurait évité beaucoup de désagréments, c'est que tous les Coréens ne sont pas gentils et que ce n'est pas parce que la Corée donne une image d'un pays très secure, safe, c'est-à-dire on peut aller dans un café, laisser son portefeuille et son portable, aller commander, revenir, ça n'a pas bougé, ça c'est un fait, c'est réel. Le fait de se sentir plus en sécurité qu'en France dans la vie quotidienne ne veut pas dire qu'il n'existe pas de danger en Corée et que les hommes coréens ne représentent pas un danger. Voilà. Ça, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai vécu des choses traumatisantes. Je suis passée pas loin d'expériences qui m'auraient marqué à vie. Parce que en fait, j'étais trop dans ce truc de oh mon Dieu, ce pays, je me sens vachement plus en sécurité, il y a beaucoup moins de vols, et du coup d'accorder beaucoup trop ma confiance à des gens qui l'utilisaient, qui oui, utilisaient ça. Et malheureusement, donc moi, je pense que j'ai appris vite, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an en Corée, je pense que j'avais compris et je pense que j'ai aussi mûri. Et quand je suis revenue en Corée en 2017, j'étais beaucoup plus mûre et consciente de ça. Mais moi, j'ai vu, mais alors, mais des dizaines et des dizaines de filles entre 19 et 25 ans qui arrivaient en Corée, la fleur au fusil, comme on dit, persuadée que ce pays était un paradis sur Terre avec des gens très beaux, un pays très peaceful, où tout est cool, il y a pas d'insécurité, où la vie est facile, et se faire violer, se faire abuser par leurs copains. Voilà, j'en ai vu, mais j'en ai vu. Tu ne t'imagines pas le nombre de d'accord. jeunes femmes qui sont victimes de ça et de leur confiance sans limite qu'elles octroient aux hommes coréens de manière générale. Donc moi, j'ai beaucoup d'histoires à raconter que je veux raconter sur ma chaîne YouTube. Des histoires qui sont fortes, qui sont poignantes, d'autres histoires qui sont de vraies leçons. Voilà, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires. Je pense que j'en ai plus de 30 ou 40 des histoires comme ça, des choses que j'ai vécues moi-même ou qui sont arrivées à des amis proches. Et OK. voilà, donc ne faites pas, c'est pas parce qu'un Coréen s'intéresse à vous qu'il est beau, qu'il vous donne l'impression qu'il vous respecte et qui vous donne de l'intérêt, que les choses vont bien se passer, que ça se passera mieux qu'avec un Français. Non, ce n'est pas le cas. Faites attention. Ne faites pas confiance. Ne vous laissez pas emporter en soirée par des Coréens qui vont vous payer des verres. Il faut savoir que le roofie, donc la drogue du viol, Oui, le GHB, hein, c'est ça? circule énormément en Corée. Moi, j'en ai fait l'expérience personnellement. Toutes mes amies, pratiquement, je pense que j'ai aucune amie qui n'en a pas fait l'expérience en Corée. Donc voilà, il faut être conscient de ça et pas arriver dans le pays en pensant que ça va être génial, et qu'on peut faire confiance à tout le monde. Voilà. Ouais. Et La moi, règle par voilà. rapport à ça, excuse-moi, la règle par rapport à ça, parce Oui, que c'est vas-y. important, c'est faire attention à son verre, toujours être à deux peut-être, ou Faire attention à son verre, ça c'est certain. Ne pas
suivre des Coréens qui disent venez quand vous êtes juste deux petites Françaises ou deux petites Américaines ou n'importe quoi, ou même toutes seules. Des mecs ou un seul mec qui dit viens, je vais te payer un verre, viens, on va dans tel truc, on va boire ensemble. Même si c'est un groupe où ils sont 3, vous êtes 2, et ben c'est dans ces cas-là que le plus souvent ça arrive. Dans une ambiance de bon enfant, voilà. Après, bon, voilà, dans les bars comme ça arrive souvent aussi. Un Coréen avec qui tu te mets à discuter, avec ton ami, voilà, en soirée, ça arrive comme ça souvent. Ça arrive souvent en fin de soirée, mais pas toujours. Moi, le jour où ça m'est arrivé, je crois que mon estimation, c'est que ça durait arriver vers 23h. Donc, voilà, c'est pas forcément en fin de soirée. Voilà, donc faire attention, voilà, faire attention de manière générale, pas penser que on peut relâcher la pression parce qu'on est en Corée et que les gens ont l'air inoffensifs. Ouais, d'accord. Voilà, parce que moi, je sais que si j'avais su ça, ça m'aurait évité des choses que je regrette. Voilà. Et je pense que ça peut éviter beaucoup de malheur. Oui, tout à fait. C'est bon de le rappeler. C'est vrai dans tous les pays. Hein. Tu parlais de la Voilà, Thaïlande voilà. tout à l'heure. On voit aussi un petit peu ce genre de profil de touristes qui arrivent et qui Mais et c'est qui partent un certain. petit peu la fleur au fusil, comme tu disais. Effectivement, il faut toujours garder un petit peu de méfiance, c'est sûr. Voilà, D'accord. après, je voudrais juste, parce que je voudrais pas finir le podcast sur Oui. ça, parce que je trouvais que ce serait un peu négatif. D'accord. Juste dire qu'on ne pense pas que je déteste ce pays, c'est pas du tout le cas. J'ai vécu des expériences extraordinaires dans ce pays. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui font toujours partie de ma vie et qui feront toujours partie de ma vie, coréens. Voilà, c'est un pays où je sais que je retournerai, qui a une place très importante dans ma vie, dans mon cœur, où je suis très contente d'en faire de cette partie de ce monde franco-coréen parce que c'est un pays qui est en montée, qui mérite d'être connu, et aussi parce que je vois, moi, ce qui m'intéresse, de par ma formation, ma personnalité, etc., c'est tout ce qui est évolution sociale dans le pays. Et c'est un pays qui évolue vite au niveau voilà, de l'acceptation de la différence, qui est encore un gros problème en Corée, du sexisme, de l'homophobie, du racisme, etc. C'est un pays qui est en retard, vraiment en retard socialement là-dessus, mais qui commence à évoluer et qui, je pense, va évoluer beaucoup plus vite que nos pays à nous qui ont évolué doucement là-dessus. Je pense que la Corée, ça va se faire plus vite, et j'ai hâte de voir comment le pays va se développer, comment je peux faire partie de cette évolution, comment, voilà, je serais contente d'être témoin de ça et actrice. Et voilà, donc c'est un pays que j'affectionne beaucoup et que je sais que je garderai un lien avec ce pays d'une manière ou d'une autre, voilà, très très longtemps, quoi. Voilà. Oui, Je vais ça finir se voit, là-dessus. ça se voit aussi, effectivement, de part de tes engagements, de ton activité toujours vis-à-vis. Tu es toujours très, très active avec la Voilà. Corée, tu Oui, sais oui. ce qui se passe, etc. D'accord. Pour Voilà. terminer, dernière question, est-ce que justement tu as on va peut-être parler de la chaîne de YouTube, est-ce que tu as des ambitions, des projets que tu as envie de partager avec nous pour terminer cette Eh question? ben, voilà, mon plus gros projet personnel, entre guillemets, c'est cette chaîne YouTube que j'ai longtemps débattu avec moi-même. Est-ce que je veux faire plutôt un blog où j'écris des articles écrits? Je fais des articles écrits, ou est-ce que je veux avoir une chaîne YouTube où on voit mon visage? Voilà, c'était compliqué parce que je connais les dangers d'Internet, et j'ai pas forcément envie de m'exposer en fait à la machine qui est Internet. Ça me fait un peu peur, mais j'ai tellement de choses à raconter, et j'ai commencé, voilà, à vouloir faire sous forme d'articles, mais je me rends compte que on transmet pas du tout la même émotion Oui. à l'oral et à l'écrit, et j'ai envie que les gens s'identifient à mon histoire. J'ai envie de partager avec les gens de manière plus directe, émotionnelle, et je pense que la vidéo, c'est quand même un autre niveau d'identification, de lien. Du coup, voilà, je penche plutôt vers ça, même si, voilà, bon, je vais exposer mon visage et m'exposer on va dire, aux critiques qui peuvent être beaucoup plus virulentes par rapport à ce que je peux dire, par rapport à ce que j'ai pu faire, par rapport à qui je suis, à quoi je ressemble. Voilà. Je sais que je vais m'exposer à tout ça, mais que j'en ai tellement envie que je pense que je vais finir par sauter le pas. Et voilà, donc ça, c'est mon plus gros projet. J'ai déjà écrit plusieurs vidéos que j'ai envie de faire. Euh, donc voilà, personnellement, c'est mon plus gros projet. Puis développer mon groupe aussi, hein, échange de langue à Paris, français-coréen, parce que j'y vois énormément de potentiel. J'ai envie de créer toutes les semaines des meet-up
que toutes les semaines, voilà, ça soit un peu comment dire, que tout, voilà, de manière hebdomadaire, il y a un meet-up, voilà, de pouvoir me créer un groupe d'amis, parce que moi, je ne suis pas de Paris, je débarque de Corée, donc j'ai envie de me créer un groupe d'amis de gens qui sont là-dedans. J'ai déjà rencontré des gens sur Paris avec qui je m'entends très bien, je suis très heureuse de les avoir rencontrés, mais je sens que voilà, il y a du potentiel. D'accord. Eh ben, écoute, c'est bien, plein de projets en relation avec la Corée toujours. Le travail à l'ambassade, et donc si on a une demande sur les visas, il faut s'adresser à toi, on t'envoie un email, c'est ça? Alors, oui, alors, les demandes pour les visas, c'est des choses très précises, non, du genre, telle feuille, Non, tu je la remplis plaisantais, je comment? Non. plaisantais. Mais, Non, je plaisantais. non, mais c'est une blague, mais en même temps, si, parce que les orientations générales des politiques de visa, etc., je le sais. Donc, ou alors des questions un peu genre, quel genre de visa il existe si je veux faire ça. Ça, c'est des choses que je sais parce que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai eu un parcours moi-même de demande de visa et parce que je travaille à l'ambassade et que du coup, voilà, il m'arrive de remplacer la standardiste ou du coup, on répond aux questions. Voilà, donc je sais répondre à beaucoup de questions. Donc oui, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Facebook, vous me trouverez par le groupe. Je suis l'administratrice, donc vous me trouverez, Claire. Même si vous avez une question sur la Corée, c'est toujours bienvenu. Je suis contente d'aider les gens qui ont des questions. D'accord. Claire, merci beaucoup. Merci de t'être livrée pendant cet De rien. épisode, de nous avoir vraiment raconté ton parcours et ton expérience en toute honnêteté, en toute transparence. C'est ça. Écoute, je pense que c'est vraiment un épisode intéressant parce que tu livres vraiment le parcours de quelqu'un effectivement qui a découvert la Corée, qui a découvert la langue, qui a découvert la culture, qui a découvert la cuisine, qui s'est heurté aux difficultés aussi, qui a rencontré des joies de la Corée, mais aussi vu les difficultés. Tu nous as raconté tout ça. Donc, merci beaucoup à toi. De rien. C'était intéressant pour moi aussi, pour moi-même, de faire un peu un bilan que je n'avais pas forcément fait avant. Donc, c'était intéressant pour moi de revenir sur tout ça et ça me donne beaucoup d'idées de vidéos et de choses dont j'aimerais parler, voilà, partager en tout cas en format vidéo. Donc, voilà, c'était bien pour moi aussi de faire ce petit bilan. On attend la chaîne YouTube. Ça marche. Et oui, bientôt, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!